Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 7e matinale de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, consacrée aujourd'hui aux pratiques d'écran et de jeux vidéo à l'adolescence. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau format, plus court, et nous intéressons non pas à un produit comme l'alcool, le tabac, le cannabis, qui sont des angles qui ont été abordés dans les précédentes matinales, mais bien à des pratiques et à des usages chez les jeunes. Si l'OFDT s'engage déjà depuis une dizaine d'années à l'étude de ces pratiques, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un développement des supports de jeu et la présence des écrans dans notre vie quotidienne qui viennent poser de nouvelles questions. Qui sont d'ailleurs précisées dans notre programme de travail 2022-2024. Et ces questions, c'est notamment comment rendre compte de ces évolutions, comment mesurer ces pratiques, quels dispositifs d'observation réguliers peuvent être mis en œuvre. Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ovik Terminacian, enseignant géographe, bonjour, et coordinateur du projet de recherche Ludespace sur les espaces du jeu vidéo en France, et Céline Bonner, psychologue clinicienne, maître de conférence HDR à l'Université Paris-Cité et aussi membre de notre collège scientifique. Sont aussi présents Karine Mutataï, chargée d'études à l'OFDT et référente sur les questions de prévention des femmes du marketing social, et Antoine Philippon, chargé d'études à l'OFDT et référent sur les questions d'addiction comportementale. Merci beaucoup à tous les quatre d'être présents. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat situé à droite de votre écran. Nous tenterons de répondre à vos questions dans un temps d'échange prévu après les 3 premières interventions. Sans plus attendre, Ovig, où en sommes-nous aujourd'hui des pratiques de jeux vidéo en France ? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est quelques résultats d'un programme de recherche collectif que nous avons mené avec des collègues de sociologues, géographes, issus des sciences de l'éducation, de la philosophie, des sciences du langage. Programme qui s'appelait Ludespace et qui visait à analyser la diversité des publics et des pratiques de jeux vidéo en France. Dans le cadre d'une recherche qui a été menée il y a quelques années, entre 2011 et 2014, financée par l'Agence nationale de la recherche, avec le soutien de l'Université de Tours et du laboratoire CITER dont je suis membre. Et dans ce programme, il s'agissait effectivement d'aborder et de tenter de documenter, de cartographier cette diversité des publics et des pratiques de jeux vidéo qui faisait à l'époque et encore aujourd'hui attirer beaucoup l'attention des médias, avec parfois un certain nombre de stéréotypes qu'on a cherché à déconstruire justement dans cette enquête. Donc cette enquête, elle avait 2 volets. Elle avait un premier volet dit quantitatif, c'est-à-dire un volet qui était basé sur une enquête téléphonique à partir d'un échantillon représentatif de la population française, qui comprenait donc dans cet échantillon représentatif environ 2000 adultes, 18 ans et plus, et puis un échantillon supplémentaire d'environ 500 préadolescents et adolescents, en fait des filles et des garçons de 11 à 17 ans. Et c'est particulièrement là-dessus que je vais m'attarder ce matin rapidement. Et juste pour préciser les choses, on avait un deuxième volet qui était plus qualitatif, c'est-à-dire sur la base de campagnes d'entretien, dit semi-directif, où là, on discutait, enfin, on interrogeait les personnes directement et de manière un peu plus longue sur la diversité des pratiques. Mais c'est véritablement sur le premier volet que je vais m'attarder aujourd'hui, avec deux précautions préalables. La première précaution, c'est que, effectivement, moi, je suis issu des sciences sociales, hein, je suis géographe de formation et mes collègues étaient toutes et tous issus des sciences sociales. C'est-à-dire que notre approche, elle est plus dans une approche compréhensive de ces pratiques qu'une approche qui a cherché à documenter justement des situations problématiques ou des tendances addictives. Donc, ce qui peut paraître, ma présence peut paraître ici un peu contre-intuitive, mais justement, l'idée, c'est d'apporter autant que possible un éclairage sur un panorama plus global des pratiques adolescentes au regard du jeu vidéo. Voilà, donc nous, notre objectif, c'était vraiment cette approche compréhensive de comprendre la diversité des contextes en fait de jeu et dans quel contexte, dans quelle situation les personnes que nous interrogions jouaient, pourquoi, comment, avec quelle motivation, etc. Et puis la deuxième précaution que je voudrais prendre, c'est préciser la manière dont nous avons aussi posé les questions
pour documenter justement ces pratiques. Une méthode qui est basée sur les grandes enquêtes ministérielles du ministère de la Culture, que le ministère de la Culture mène depuis les années 60 et 70 sur les pratiques culturelles des Français, donc une grande enquête nationale qui est réalisée à peu près tous les 10 ans, en moyenne, et qui vise justement à documenter l'évolution de ces pratiques culturelles avec une série de questions qui ressemblent donc au type de questions que vous avez là, je pense, sous les yeux. Donc basé sur le modèle suivant, c'est-à-dire au cours des 12 derniers mois, avez-vous, etc. Et donc l'idée, c'était de transposer cette méthode en l'appliquant dans le cadre du jeu vidéo pour être au plus près justement d'autres données existantes, notamment les données du ministère de la Culture, pour pouvoir comparer justement les différentes pratiques. Donc par exemple, on a posé toute une série de questions, il y en avait presque une vingtaine de la sorte, c'est-à-dire au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué quel que soit le support, à des jeux préinstallés par défaut sur votre téléphone ou votre ordinateur. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué à des jeux de tir? Au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué à des adaptations de jeux de chiffres et de lettres, etc., etc. Donc une vingtaine de questions, ce qui était un peu fastidieux d'ailleurs, il faut bien le reconnaître pour les personnes interrogées, mais qui, pour nous, avait un objectif d'être au plus près des pratiques plutôt que les représentations que les personnes interrogées se faisaient des pratiques. Pourquoi ? Parce que on a pu le constater sur le terrain que en fait, beaucoup de personnes parfois considèrent que ce qu'ils font ou ce qu'elles font ne sont pas nécessairement des pratiques de jeux vidéo, quand bien même ça ressemblerait quand même beaucoup à ce que d'autres personnes peuvent faire et appelleraient ça pratique de jeux vidéo. Donc pour différentes raisons que j'ai pas le temps d'aborder ici, mais disons que l'idée, c'était d'attraper le plus largement possible justement cette diversité des pratiques, donc d'où cette méthode d'enquête. Alors, je vais vous présenter assez rapidement 2-3 graphiques pour vous montrer les principaux résultats auxquels notre enquête par échantillon téléphonique de la population française a pu aboutir. Donc, premier graphique. Donc, vous voyez, nous avons souhaité ici représenter justement l'importance que pouvait prendre la pratique de jeu selon les tranches d'âge, au sein des différentes tranches d'âge de la population française. Donc, au plus bas, donc les 11-13 ans, 15-17, 13-15, 15-17, etc. Bon, donc là, donc on a regroupé par différentes tranches d'âge. Alors, que nous dit ce graphique ? Évidemment, il nous dit que en regardant le plus largement possible, c'est-à-dire au cours des 12 derniers mois, avez-vous joué au moins une fois ? Effectivement, les pratiques adolescentes, les pratiques préadolescentes et les pratiques adolescentes sont très importantes en matière de jeux vidéo, puisque dans notre enquête, quasiment 100% des personnes interrogées dans ces tranches d'âge ont répondu à avoir joué au moins une fois aux jeux vidéo au cours des 12 derniers mois, au moment où l'enquête a été réalisée, c'est-à-dire en 2012, au cours de l'été 2012. Et comme vous pouvez le constater, cette importance de la pratique du jeu vidéo, elle décroît avec l'âge. Et ce qu'il faut noter, c'est que non seulement c'est le fait d'avoir joué à des jeux vidéo qui décroît avec l'âge, mais aussi le fait de jouer de manière intensive à des jeux vidéo qui peut décroître avec l'âge. Donc, ce qui apparaît par exemple sur le graphique, donc dans la partie rouge, c'est ce qu'on pourrait appeler les pratiques les plus intensives ou les pratiques les plus engagées, c'est-à-dire les pratiques qui correspondent à des personnes, des adolescentes, adolescents, préadolescents, qui ont répondu à avoir joué au moins une fois par semaine à des jeux vidéo. Et pour les plus jeunes d'entre elles et d'entre eux, on est au-delà des 20%. Donc, 1/5 des personnes interrogées jouaient au moins une fois. Et comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus faible pour les tranches d'âge les plus élevées. Donc, concrètement, ça veut dire que plus on est jeune, plus on joue de manière assidue, et à l'inverse, plus on avance en âge, plus la pratique tend non seulement à diminuer, mais aussi à être moins assidue, moins engagée. Alors, ça, c'est un résultat qui nous permet d'aller un peu à l'encontre aussi des archétypes ou des images qui sont par ailleurs construites par certains médias ou par certains acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Vous avez sans doute vu, si vous travaillez sur ces questions ou si vous vous intéressez à ces questions, que circulent régulièrement des âges moyens, des archétypes, des profils types de joueuses ou de joueurs de vidéo. Et dans ces profils types apparaît souvent effectivement l'idée que le joueur moyen, si tant est qu'il existe ou qu'elle existe en France, serait une personne entre 35 et 40 ans, et puis avec une très forte féminisation sur laquelle je reviendrai dans un instant.
Alors, effectivement, l'âge moyen, il tend à augmenter, hein, parce que la pratique, elle se diffuse, de jeux vidéo, elle se diffuse, parce que la pratique aujourd'hui, de jeux vidéo est de plus en plus démocratisée. Les coûts d'achat sont moins élevés sur certains types de supports, sur certains types de jeux, et cetera. Néanmoins, cet âge moyen, il cache justement ou il masque une très grande diversité. Et il masque surtout le fait que les pratiques assidues, les pratiques les plus engagées, aujourd'hui, restent encore l'apanage des plus jeunes. L'apanage des plus jeunes. D'où, et donc ce qui peut expliquer cet âge moyen, ça peut être soit des biais méthodologiques dans les enquêtes qui sont menées, parfois des enquêtes par exemple qui ne démarrent qu'à partir de 17 ou 18 ans, donc nécessairement l'âge moyen va être plus élevé, ou alors des poids démographiques qui sont différenciés selon les tranches d'âge. C'est-à-dire que la part de la population française selon les tranches d'âge n'est pas la même, donc ça peut expliquer effectivement cet âge moyen qui paraît relativement élevé. Voilà, donc il faut avancer avec précaution sur cet âge moyen qui par ailleurs permet de justifier un certain nombre, ou en tout cas d'avancer un certain nombre de choses sur une responsabilisation de la pratique, une capacité économique aussi des joueurs et des joueuses qui serait plus importante aujourd'hui. Bon, voilà, donc c'est des choses à prendre avec un peu de précaution. Alors, sur la question de la féminisation de la pratique, c'est effectivement un vrai sujet. C'est une vraie question qu'on a souhaité, traiter également dans l'enquête. Alors, très clairement, la pratique, elle s'est féminisée. La pratique de jeux vidéo, elle s'est féminisée. Et on est aujourd'hui assez loin, en tout cas, on est beaucoup plus loin de l'image un peu stéréotypée qui pouvait être celle des pratiques de jeux vidéo. Allez, on va dire dans les années 80, 90, même au début des années 2000, c'est-à-dire l'image de l'adolescent plutôt masculin, plutôt solitaire, qui joue enfermé dans sa chambre. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, cette pratique n'existe plus, mais simplement ce que montre l'enquête, encore une fois, sur échantillon représentatif de la population française, c'est qu'il y a une très forte féminisation de la pratique. Par exemple, quand on regarde les écarts de pratique chez les plus jeunes, il est très faible. Il est très faible. Comme je vous disais tout à l'heure, on est quasiment à 100% de joueuses et de joueurs parmi les 11-17 ans. Donc chez les garçons, en fait, on est à plus de 99%, et chez les filles, on est à plus de 95%. Vous voyez, donc on est vraiment sur des écarts qui sont très minimes lorsqu'on regarde qui joue ou qui a quel type de jeu, enfin pardon, qui a joué à des jeux vidéo au cours des 12 derniers mois. En revanche, on saisit ou on peut apercevoir des différences qui vont plutôt se jouer dans les modalités de la pratique, plus que dans le fait d'avoir joué ou pas à des jeux vidéo, le fait d'être joueuse ou pas, ou joueur ou pas à des jeux vidéo. Par exemple, lorsqu'on regarde les genres de jeux, eh bien là, on aperçoit effectivement des différences. Chez les garçons, par exemple, dans notre enquête, ils étaient 6 garçons sur 10 à déclarer avoir joué à des jeux de tir au cours des 12 derniers mois. Chez les filles, on tombe à 1 sur 10, enfin 1 sur 10 en l'occurrence. Donc on a des genres de jeux qui, effectivement, sont plutôt pratiqués par des garçons que par des filles. Donc 6 garçons sur 10 déclaraient jouer à des jeux de tir, et 1 fille sur 10 déclarait jouer à des jeux de tir. Et puis les filles ont également des pratiques un peu moins intensives. Lorsqu'on regarde, par exemple, la fréquence hebdomadaire, c'est-à-dire le fait de jouer au moins 1 fois par semaine à des jeux vidéo, eh bien, les garçons étaient 2 fois plus nombreux dans l'enquête en 2012. On était quasiment à 89% de mémoire de garçons qui déclaraient jouer au moins 1 fois par semaine à des jeux vidéo, alors que chez les filles, cette proportion, elle tournait plutôt autour de 43%. Vous voyez, donc un écart qui est assez net. Donc concrètement, ça veut dire que les pratiques intensives, elles vont plutôt se retrouver du côté des garçons. Donc certes, la pratique s'est féminisée, mais avec des différences qui sont encore palpables. En fait, ce qui ressort globalement de l'enquête, et qui vient corroborer d'autres enquêtes qui ont été menées précédemment en sociologie de la culture, notamment, qu'elles soient sur des méthodes quantitatives ou qualitatives, c'est qu'aujourd'hui, il reste encore une certaine forme de domination masculine des pratiques vidéoludiques. Donc une domination en termes de poids démographique, c'est-à-dire que les pratiques les plus intensives, les plus assidues sont plutôt du côté des garçons, mais aussi une domination qui se joue dans les genres de jeux pratiqués. Concrètement, ça veut dire, et comme l'ont montré un certain nombre d'enquêtes précédentes, qu'il est plus facile donc plus facile entre guillemets pour une fille de franchir la barrière, une barrière symbolique du genre, qui consisterait à aller jouer à des jeux de garçons, et inversement, plus difficile pour des garçons à aller jouer à des jeux de filles. Et encore aujourd'hui, auprès de certains médias, certains publics ou certains acteurs de l'industrie, la catégorie jeux de filles est une catégorie qui est utilisée de manière un peu péjorative. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Pour le dire autrement, c'est plus simple pour une fille
globalement, hein, c'est encore une fois, c'est une généralisation, de s'associer à enfin, en tout cas, d'adhérer à une culture masculine que l'inverse. Et ça, on le voit encore clairement dans le cas des jeux vidéo, hein. Donc la question est sans doute différente dans d'autres types de pratiques. Alors une autre idée reçue, ou en tout cas une autre hypothèse qu'on a voulu tenter de déconstruire, ou en tout cas de regarder, c'était effectivement si les pratiques de jeux vidéo étaient une pratique culturelle désocialisante, c'est-à-dire une pratique culturelle qui avait tendance à désocialiser notamment les jeunes ou les plus jeunes, à les enfermer dans leur chambre à coucher, à jouer de manière assidue à des jeux vidéo. Donc, on a posé une série de questions dans l'enquête pour savoir justement quels étaient les partenaires de jeu, c'est-à-dire avec qui les personnes interrogées, filles, garçons, femmes, hommes, jouaient à des jeux vidéo. Et notamment, on a demandé si au cours on a essayé de cerner au cours des 12 derniers mois s'il arrivait à ces personnes de jouer exclusivement seules. Et comme vous pouvez le constater sur le graphique, eh bien, en réalité, la proportion de personnes jouant exclusivement seules, elle est beaucoup plus élevée dans les tranches d'âge les plus élevées que chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, hein, on est, donc chez les 11-13 ou les 14-17 ans, on est sur des proportions très faibles. Donc concrètement, ça ne veut pas dire que ces personnes ne jouent pas seules de temps en temps, mais ça veut dire qu'elles ne jouent très, très, très rarement, voire jamais seules. C'est-à-dire que ça peut leur arriver de jouer seul, mais ça leur arrive aussi de jouer avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, des membres de la famille, voire des inconnus dans le cas de jeux en ligne. Et donc cette proportion de joueuses et de joueurs qui jouent seuls, en réalité, elle est plutôt forte dans les tranches d'âge les plus élevées. Et là aussi, ça vient corroborer d'autres enquêtes précédentes qui insistaient et qui soulignaient la dimension socialisante d'un certain nombre de pratiques culturelles. Et les jeux vidéo s'inscrivent dans cette perspective-là également. On a des enquêtes plus anciennes qui portaient sur d'autres produits. Par exemple, des travaux de Sylvie Octobre au début des années 2000 qui portaient sur la télévision et le visionnage de séries télé, et qui a bien montré dans son enquête que, en fait, regarder à des séries télé, même des séries télé pas forcément de bonne qualité, avaient une fonction socialisante. Pourquoi ? Parce que ça permettait le lendemain, dans la cour de récré, d'en discuter avec des amis et de s'insérer dans créer des liens de socialisation. Eh bien, les jeux vidéo aujourd'hui, d'une certaine manière, jouent cette même fonction pour ces populations les plus jeunes. Jouer aux jeux vidéo aujourd'hui, pour une préadolescente ou un adolescent, c'est aussi avoir un sujet de discussion, une pratique culturelle à partager avec des personnes de son âge ou avec les membres de sa famille. Voilà. Donc une pratique désocialisante, une idée qu'on a cherché effectivement à déconstruire à travers cette enquête. Et puis le dernier élément sur lequel je voudrais insister, rapidement, dernier graphique, c'était donc la question qu'on se posait évidemment, c'était de savoir à quoi jouaient nos enquêtés, et en particulier les adolescentes et les adolescents ou préadolescents, les 11-17 ans. Voilà. Alors, on s'est particulièrement posé cette question donc au début des années 2010 parce que on était dans une période où les jeux en ligne massivement multijoueurs faisaient régulièrement la une des médias spécialisés ou des médias grand public, c'est-à-dire qu'il était beaucoup question de ces jeux en ligne massivement multijoueurs qui avaient gagné beaucoup de parts de marché dans les années 2000, qui avaient connu une très forte croissance, beaucoup de joueurs, hein, qui se comptaient parfois en millions dans certains cas, et qui effectivement attiraient l'attention à la fois des médias, des parents aussi, qui s'interrogeaient sur l'émergence de ce nouvel objet culturel, de l'industrie, des universitaires, des chercheurs. Et donc on a voulu justement essayer de situer où était cette pratique dans l'ensemble des pratiques de jeux vidéo chez nos préadolescents et adolescents interrogés. Bon, ce que montre ce graphique, c'est que globalement, c'est à l'époque, hein, encore une fois, je dis bien à l'époque, parce que l'enquête maintenant a une dizaine d'années, c'est que finalement, ce qu'on va trouver plutôt en bas du graphique, en bas du tableau, c'est-à-dire les jeux les moins cités comme étant les jeux pratiqués par nos personnes interrogées, ce sont les jeux de combat justement et les jeux en ligne massivement multijoueurs. C'est-à-dire que à l'inverse de ce qu'on pouvait lire, c'est-à-dire des millions de joueurs, des millions de comptes, finalement ces millions de comptes cachaient le fait qu'en réalité chez les personnes les plus jeunes, ils n'étaient pas si nombreux, soit jouaient à des jeux de combat, soit à des jeux en ligne massivement multijoueurs. Et même les jeux de tir,
qui font, voilà, qui posent des interrogations légitimes hein, sur l'accès à ce type de produit pour les plus jeunes, bah, même les jeux de tir finalement apparaissent assez loin dans les pratiques des joueuses et des joueurs de jeux vidéo, en tout cas pour les plus jeunes, par rapport à d'autres jeux comme les jeux de musique ou de danse, par exemple. Alors évidemment, ce graphique, il est à prendre avec précaution parce qu'il peut y avoir des effets de mode, hein, évidemment. Bon, aujourd'hui, on a des jeux comme, enfin bon, des jeux qui ont un certain écho parmi les plus jeunes, qui à l'époque n'existaient pas et qui peut-être bouleverseraient un peu l'ordre, la hiérarchie de ces pratiques. Néanmoins, il y a une dizaine d'années, donc voilà ce que donnait cette enquête. Donc pour résumer, par rapport aux adultes, hein, pour conclure ces quelques résultats. Ce qu'on peut dire des pratiques adolescentes, c'est que globalement, elles sont plus diversifiées à la fois en termes de type de jeu pratiqué, en termes de support, mais aussi en termes de partenaires et d'insertion justement dans des relations amicales ou familiales des personnes interrogées. Voilà. Merci beaucoup, Ovig Termination, pour cet état des lieux et aussi d'avoir déconstruit quelques idées reçues sur les pratiques de jeux vidéo à l'adolescence. Karine, je me tourne maintenant vers vous. Karine Mutataï, donc vous êtes chargée d'études au sein de l'unité Focus à l'OFDT et vous vous intéressez à une dimension plus qualitative des pratiques d'écran et de jeux vidéo. Et notamment la question des contextes dans lesquels les adolescents ou préadolescents jouent aux jeux vidéo ou pratiquent des écrans, mais aussi les motivations et les stratégies d'autorégulation ou de régulation qu'on observe. Oui, merci Esther. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'OFDT a souhaité mener une étude qualitative afin de mieux cerner les pratiques ordinaires des adolescents et des préadolescents sur une tranche de 11 à 15 ans, donc plutôt sur les années collège. Pour ce faire, et de façon exploratoire, en fait, selon aussi une approche empruntée aux sciences sociales. Pour ce faire, l'étude a reposé sur 30 entretiens semi-directifs individuels qui ont été réalisés au cours du printemps 2021, donc pendant ou dans le sillage de différents épisodes de distanciation physique et d'école à distance liés à la crise Covid. Donc ces entretiens, nous les avons indexés à travers NVivo. Et puis, ils nous ont permis en fait de faire ressortir différents axes de résultats, donc qui seront synthétisés dans le cadre d'une note qui est à paraître. Et ce matin, j'aimerais évoquer quelques principaux résultats autour de ces notions, principalement des motivations à jouer des jeunes, des contextes de leur pratique de jeux vidéo et des régulations qui sont à l'œuvre. Alors, ces adolescents sont représentés sur le schéma que vous voyez ici. Ce sont principalement donc des collégiens issus de classes moyennes, des garçons pour les 3/4 que vous voyez ici apparaître en bleu. Et puis en matière de jeux vidéo, ce sont principalement des joueurs, des amateurs des jeux multijoueurs en ligne, plutôt de type Battle Arena. Et effectivement, nous n'avons pas de jeunes, en tout cas dans notre effectif, qui sont amateurs des fameux MMORPG, en fait, aussi, qui ont un univers persistant, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ce sont pour 14 d'entre eux des joueurs du mercredi ou du week-end. 16 sont des joueurs quotidiens, dont 11 sont ou peuvent être qualifiés de joueurs intensifs. Alors, vraiment, par comparaison à cet effectif que nous avons ici, c'est-à-dire que c'était des jeunes qui cumulaient plus d'1 heure de jeu par jour. Et dans cet effectif, 10 jeunes présentaient un profil de performeurs qui étaient plutôt des bons joueurs, qui avaient un bon niveau de jeu, qui avaient un bon niveau de jeu, qui montraient un certain esprit compétitif, qui, sur ce schéma, sont représentés par une petite étoile. Et ce sera également le cas en fait dans les quelques verbatims qui vont apparaître dans la présentation pour pouvoir illustrer le propos. Alors, quelles sont les motivations de ces jeunes ? Donc, comme
pour tout jeu, finalement, la motivation première qui est formulée par les adolescents, c'est vraiment le plaisir et l'amusement. Mais pour la plupart d'entre eux, ce plaisir réside dans la capacité à pouvoir se réunir avec les amis de la vraie vie. Et comme nous le dit Ethan, sans eux, on voit à quel point on peut se sentir seul dans une multitude. Cette notion de jeu en solo est particulière. Donc derrière la fonction hédonique se dessine une valeur centrale qui est prêtée au jeu vidéo, qui est sa fonction socialisante. Et nous, effectivement, les récits ont illustré comme cet espace vidéoludique peut être un espace de sociabilité juvénile, de rencontre et même de retrouvailles avec des amis pour pouvoir poursuivre les interactions parfois de la journée, parfois après une interruption relativement brève, mais aussi avec des proches qui ne vivent pas ou qui ne vivent plus sous le même toit. Donc entre des frères et sœurs ou des cousins, des cousines qui sont parfois en fait un léger décalage en âge. Également, ce qui est apparu de manière prégnante, c'est que la plupart de ces joueurs en ligne se mettent en vocal au moment des parties pour pouvoir discuter. Alors beaucoup utilisent un réseau social spécialisé qui est mal nommé, mais qui s'appelle Discord. Et il ressent vraiment que cette discussion simultanée pendant les parties devient consubstantielle du jeu et finalement centrale. Morgane, par exemple, nous explique comment le jeu vidéo revêt ou peut être utilisé comme un réseau social, comme un outil de communication qui va permettre de répondre à un enjeu de continuité des relations, qu'elles soient amicales ou familiales. Qui, quelque part, va permettre de densifier les relations en réduisant les vides relationnels, mais aussi en fait de les intensifier en offrant de nouvelles expériences, de nouveaux types d'interactions à travers les expériences de jeu. Et finalement, face à ce plaisir de se réunir et d'échanger, les qualités intrinsèques du jeu vidéo, le gameplay ou voilà, les particularités des jeux vidéo même, sont parfois au second plan. En tout cas, elles peuvent figurer au second plan. Un autre aspect, c'est que lorsque la maîtrise du jeu ça s'acquiert, ce jeu peut revêtir une valence narcissique, dans le sens où il peut constituer un faire-valoir et offrir une mesure de l'accomplissement personnel ou collectif autre que la performance scolaire, sportive ou artistique. Je n'en dis pas plus, je pense que Céline Bonner l'évoquera également en fait dans sa présentation. Alors, quid des contextes? Nous, un des premiers éléments qui est ressorti, en tout cas dans notre effectif, c'est que le jeu vidéo place les joueurs face à une forte mixité d'interlocuteurs, que ce soit en termes d'origine, parce que nous avons des serveurs qui sont internationaux, en termes de genre, parce que les garçons et les filles s'affrontent ou alors s'épaulent dans les parties, mais aussi une certaine mixité de l'âge. Alors, toute mesure gardée, 2-3 ans, en fait, peuvent constituer quand même un écart relativement important dans cette période. Un écart de l'âge et dès lors des intentions portées vers le jeu. Je m'en explique. Alors, c'est vrai que le jeu vidéo, davantage en tout cas que le jeu traditionnel, a cette capacité de pouvoir maintenir des individus dans une pratique ludique, donc au-delà de l'enfance et au-delà de l'adolescence. De ce fait, le grand nombre de joueurs sur une même map, donc une map c'est une scène de jeu, et les assignations algorithmiques créent les conditions d'un décalage qui est parfois exacerbé, comme nous l'explique Rose, de l'âge. Et cette hétérogénéité, elle va quand même de concert aussi avec des différences dans l'engagement dans le jeu, avec des jeunes joueurs qui sont peut-être un peu plus nonchalants que leurs aînés, alors ça se joue parfois à quelques années, des aînés qui, eux, vont être davantage appliqués et davantage peut-être inscrits dans la logique de compétition. Hop, je vais faire défiler dans le bon sens, ce sera beaucoup mieux. Oui,
je vais y revenir, à vrai dire. Vous voyez, finalement, Sacha nous explique que la plupart du temps, ces écarts d'âge, en fait, se créent ou ces différents profils sur une même map s'effectuent sans heurts particulier. D'une part parce que ces écarts sont connus et acceptés, mais également parce que les jeunes s'en prémunissent en partie en jouant préférentiellement avec des coéquipiers de leur connaissance, des pairs, des amis. Et donc, en quelque sorte, ils se mettent dans une bulle. Mais alors, ces bulles, elles sont relativement nombreuses et il arrive que parfois, elles viennent à se confronter et que ces écarts créent quand même des conditions de tensions qui sont inhabituelles pour des plus jeunes ou des plus inexpérimentés, parce qu'on est dans un cadre qui est relativement compétitif, mais dénué des modérations qui ont cours en fait dans des situations sociales habituelles et qui sont des modérations qui sont davantage directement gérées ou instituées par les adultes. Ici, les adultes et les parents ont finalement peu de contrôle sur le déroulement des parties et sur les interactions, et ce sont vraiment les pairs qui ont un rôle initiatique ou normatif, qui ont un rôle initiatique ou normatif important à la fois sur l'apprentissage et l'exercice des règles et des compétences de jeu. Ce sont vraiment des passeurs de savoir-faire, en plus d'être aussi la motivation, une des motivations premières au jeu. Également, dans un contexte de forte connectivité, comme pour l'étude qui a été précédemment présentée, nous avons pu constater qu'il y a une alternance relativement importante des adolescents entre les types de jeux, les supports, entre consoles, PC, voire les téléphones, entre aussi les modes de jeu solo ou à plusieurs. Alors solo, comprendre sans les amis, sans les copains, et ce de façon assez opportuniste au final, en fonction de qui est connecté, quel est leur équipement, quelle est mon intention du moment, est-ce que j'ai envie de discuter ou alors de performer. Voilà, donc une alternance finalement qui peut faire apparaître le support en soi comme apparaître un attachement relatif au support en soi, à l'écran en soi. Toutefois, avec le PC qui occupe une position un petit peu particulière, parce que le PC, donc l'ordinateur, offre une meilleure dextérité avec le souris et la clavier, ça les adolescents qui nous l'expliquent. Et en même temps, il figure comme un symbole et un vecteur d'expertise. On va l'adopter finalement lorsque on est un peu ou davantage guidé par des enjeux compétitifs et lorsque le jeu devient une affaire sérieuse. Il se traduit parfois par une durée et une fréquence de jeu plus élevée, et puis il peut correspondre aussi à un repli de la pratique de jeux vidéo vers la chambre, quand les conditions d'habitabilité le permettent, à une période, parce que nous l'avons constaté davantage chez les 13-15 ans, donc à une période où les avantages, où les adolescents revendiquent davantage d'autonomie et privilégient la relation au pair. Donc la chambre devient un lieu où on peut pratiquer de nouvelles sociabilités à travers les outils numériques. Ou alors s'isoler à l'inverse. Autre élément de contexte, le caractère interstitiel des temps de jeu qui sont ressortis, se sont dégagés dans les récits des adolescents comme immiscés entre des diverses obligations sociales ou scolaires dans un contexte de forte occupation quand même de ces adolescents et de chasse à l'ennui face auquel finalement le jeu vidéo mais aussi les réseaux sociaux et les autres pratiques numériques sont facilement mobilisables dès qu'un vide se présente dans l'emploi du temps. Mais étant interstitiels, du coup, ces temps peuvent être répétés, la durée peut être extensible, ce qui tente à brouiller aussi l'estimation du temps de jeu qui peut être consacré à cet espace vidéoludique. Et cette difficulté est d'ailleurs aussi accentuée par le fait qu'il y a un enchâssement des pratiques numériques, les jeunes alternant rapidement entre jeux vidéo, réseaux sociaux, contenus musicaux ou vidéos sur Internet, ou alors les utilisant simultanément.
S'agissant, des régulations, en fait, plusieurs formes se répondent. Ce sont, des régulations qui sont exercées, par les jeunes joueurs, par ces joueurs adolescents, sur eux-mêmes, entre eux, ou alors ce sont des régulations qui sont exercées, par les parents. Elles reposent essentiellement sur une notion de responsabilisation quant à l'engagement du jeu et principalement en termes de temps, mais aussi en termes d'interaction sociale, de contenu de jeux vidéo ou alors de dépenses financières. Cette responsabilisation, on voit qu'elle étaye une forme d'éducation numérique et en tout cas, elle se dégage comme un jalon essentiel des adolescents vers une pratique plus autonome dans un contexte, rappelons-le, où les parents en fait voient leur contrôle réduit, relativement réduit, sans réelle possibilité de le déléguer en fait à d'autres adultes. Donc, la responsabilisation autour du temps, les limites de temps qui sont posées en matière de jeux vidéo sont finalement, pour de nombreux parents, le principal moyen de gérer l'accès aux jeux vidéo. Et ces repères de temps et ces limites de temps, en fait, sont finalement des marqueurs explicites du contrôle parental. Ceci dit, de manière assez unanime, ces collégiens que nous avons pu interroger font valoir que ce temps accordé aux jeux vidéo est très largement subordonné à une règle d'or, hein, c'est les devoirs d'abord. Alors c'est vrai que cette préséance scolaire, elle vient en reflet de préoccupations parentales, mais on voit aussi que ce principe est largement internalisé aussi par les jeunes qui, comme nous le dit Athéna, le revendiquent et ce de façon croissante avec l'âge. Donc, ces temps concédés entrent aussi finalement dans un système de récompense par rapport à la constance scolaire et à la performance scolaire. Alors, dans un système de contrepartie tel que celui-ci, il y a des dérogations qui peuvent intervenir et c'est notamment le cas en ce qui concerne un mode de suivi parental plutôt conciliant et attentif qui nous a été décrit par des jeunes joueurs qui sont plutôt autonomes, plutôt en contrôle de leur pratique, même si beaucoup étaient des joueurs intensifs ou des performeurs. Donc un mode de suivi parental qui est aussi basé sur la capacité de dialogue et la capacité d'évoquer librement le jeu avec ses parents. Bon, il y a également un grand nombre d'interrégulations entre les joueurs, avec des modérations qui sont axées sur des attitudes solidaires, des alliances qui se nouent, qui se dénouent. Pour les jeunes, en fait, eux de l'autre côté invoquent beaucoup l'esprit d'équipe qui apparaît vraiment comme un moteur et un régulateur des interactions sociales qu'il peut y avoir autour du jeu. Bon, d'autres leviers sont évoqués, de régulation, d'autorégulation aussi, qui aident les jeunes à se préserver finalement d'une pratique dans l'excès ou d'une notion de trop jouer. Mais je ne l'évoquerai pas ici. Donc j'en viens à quelques points de conclusion par rapport à cette étude. Effectivement, les fonctions socialisantes qui ont été relevées dans le cadre de ces terrains, pour nous, interrogent en tout cas une croyance qui est peut-être assez courante d'une pratique de jeux vidéo qui serait foncièrement productrice d'isolement social ou alors réductrice par rapport aux autres pratiques culturelles de manière générale. Également les régulations plutôt effectives qu'on a pu relever, y compris auprès de joueurs intensifs, nous indiquent que le critère de temps, la durée, n'est peut-être pas un critère qui suffit à qualifier une pratique problématique. Un autre aspect, c'est que cette prégnance de la parole, autant si ce n'est plus finalement que le visuel dans le cadre de ces jeux multijoueurs en ligne, interroge aussi cette notion, cette expression d'addiction aux écrans que d'ailleurs, en fait, dans le cadre de cette matinale, nous avons pris soin de mettre entre guillemets. J'en termine avec une question, c'est qu'au regard de ces différentes interactions et modérations qui ont lieu entre pairs et entre joueurs, dans des modalités finalement qui sont sans implication et sans péril réel pour les jeunes à travers ces espaces virtuels, est-ce que le jeu offrirait un espace
une possibilité de pouvoir développer des compétences psychosociales, également des compétences cognitives en fait qui ont pu se dégager à travers le jeu. Est-ce que le jeu vidéo peut constituer d'une certaine manière aussi un espace relais de la prévention en ce qui concerne les pratiques ou les tendances addictives? Merci pour votre attention. Merci beaucoup Karine. Donc j'ai bien noté qu'en fait on aura l'occasion de revenir sur ces résultats d'enquête dans une note qui sera prochainement publiée à l'OFDT. Maintenant, Antoine Philippon, vous êtes chargé d'études à l'OFDT au sein de l'unité Data qui, contrairement à Focus, aborde des questions plus quantitatives. Et en l'occurrence, vous vous intéressez aux tendances depuis 20 ans que l'on observe chez les collégiens, chez les lycéens en France, grâce notamment à des dispositifs d'enquête OFDT comme l'ESPAD en classe, Escapade aussi peut-être. Qu'observez-vous depuis 20 ans ? Merci Esther, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter des données qui ont pour les plus vieilles jusqu'à 20 ans, mais qui en fait, grâce au dispositif ESPAD, nous permettent un suivi dans le temps assez intéressant. ESPAD, c'est une enquête qui est menée tous les 4 ans auprès d'un échantillon représentatif d'adolescents. Et donc, avant de vous présenter réellement la méthodologie de cette enquête, je voudrais revenir sur un petit point sémantique, sur de quoi on va vous parler, et je vais vous parler exactement, parce que on est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, donc d'une certaine façon, on travaille sur le jeu vidéo parce qu'il y a un sujet addiction autour de ce sujet. De cette pratique, mais en fait au niveau de la pratique des adolescents, comme ça vous a été montré jusqu'ici, il s'agit essentiellement d'une pratique de loisir qui peut dans certains cas générer des problèmes, voire dans des cas un peu plus rares des addictions. Mais donc je vais surtout vous parler ici d'usage en général sans me demander s'il pose énormément de problèmes. Également, un autre point, comme ça vient d'être soulevé, la notion de pratique d'écran, elle est à prendre avec beaucoup de guillemets, parce que donc, dire pratique d'écran, c'est une figure de style, en quelque sorte, c'est une métonymie, on prend la partie pour le tout, le contenant pour le contenu. Effectivement, il va y avoir des problèmes qui sont directement liés à l'écran en tant que tel, indépendamment de ce qu'on y pratique, tel que voilà, l'exposition à la lumière bleue qui va générer des problèmes de sommeil, ce genre de choses. Mais les problèmes qu'on soupçonne sont probablement davantage liés au contenu. Et donc par contenu, on va entendre le jeu vidéo, les réseaux sociaux, l'accès à des contenus inappropriés pour des adolescents, ce genre de choses. Également, l'objet Internet est un petit peu hybride dans ce cadre-là, puisqu'il est en quelque sorte à la fois contenant et contenu, puisque donc, c'est une trame sur laquelle on diffuse de l'information. Alors pourquoi je vous ai parlé spécialement donc, d'Internet ? C'est parce que donc, les objets, les questions auxquelles les adolescents étaient amenés à répondre sur ces sujets de pratique de loisirs, et dont je vais vous présenter les résultats ici, c'est le jeu vidéo sur ordinateur et le fait de surfer sur Internet pour le plaisir. Donc, il faut savoir que l'enquête ESPAD, c'est une enquête qui, à l'origine, est centrée sur les consommations d'alcool et d'autres substances, et que ces questions avaient été posées en début de questionnaire, un peu pour cerner les pratiques de loisirs des adolescents, mais sans en faire un sujet central. Donc, elles ont été peu exploitées jusqu'ici. Donc, l'enquête ESPAD, elle est représentative des élèves de 16 ans. Donc, il faut imaginer des élèves de seconde, troisième ou première, à peu près. Et donc, par rapport à l'objet jeu vidéo qui a été présenté jusqu'ici, on va bien se rendre compte au cours de cette présentation que là, le fait qu'on soit sur du jeu vidéo sur ordinateur, qu'on soit donc restreint à un support, ça va poser quelques petits problèmes de mesure, puisque le jeu vidéo est aussi beaucoup pratiqué maintenant sur smartphone ou sur console.
Alors, pour ce qui est de l'usage récréatif d'Internet, qui va un peu nous cadrer ces pratiques numériques, ce qu'on observe depuis 2 décennies, c'est que déjà en 2003, une très grande partie des adolescents avaient déjà navigué sur le web. Ils étaient déjà 80% à l'avoir fait au moins une fois. Donc la diffusion de cette expérimentation avait déjà eu lieu au cours des années 90. Par contre, les années 2000 ont été l'occasion d'une grande intensification des fréquences d'usage, avec une diffusion rapide des usages hebdomadaires de 48% en 2003 à 95% en 2011. Le fait de jouer toutes les semaines, l'usage hebdomadaire. Et l'usage quotidien, quant à lui, il est passé de 23% en 2003 à 80% en 2011. Durant les années 2010, cette diffusion semble avoir atteint en quelque sorte son plafond. Ça n'augmente plus trop puisqu'on est au maximum de l'expérimentation et des usages hebdomadaires, mais l'usage quotidien qui est de l'ordre de 80%. En revanche, on peut soupçonner qu'il y ait pu y avoir d'autres évolutions au sein de l'usage quotidien, au sein de ces usages hebdomadaires, peut-être des augmentations de fréquences ou des transformations justement du fait de supports comme le smartphone qui, outre le temps de jeu qui, on l'a dit, est insuffisant à qualifier une pratique, le smartphone, c'est aussi l'occasion d'un plus grand nombre d'interactions avec l'outil qui peuvent générer certains problèmes également. Si on regarde ces mêmes évolutions sur 2 indicateurs que sont l'usage mensuel et l'usage quotidien par sexe, on constate qu'il y a eu une certaine différence dans le sens où la pratique était un peu plus masculine que féminine au début des années 2000 et s'est fortement féminisée avec donc une inversion du sexe ratio de l'usage quotidien au cours des années 2000 qui peut éventuellement être mise en parallèle avec la diffusion des technologies smartphones. Maintenant, pour ce qui est du jeu vidéo, eh bien, on constate un peu à rebours de ce qu'on aurait pu penser que le jeu vidéo sur ordinateur, au cours des années 2000 et 2010, les fréquences d'usage sont en baisse, particulièrement pour les usages les moins fréquents. La part des adolescents qui ont joué au moins une fois aux jeux vidéo dans l'année est passée de 95% en 2003 à 66% en 2018. Et pour ce qui est des usages hebdomadaires, donc pareil, une baisse très forte de 57% à 35%. Et les usages quotidiens, on est sur une petite baisse qui est intervenue essentiellement entre 2003 et 2007, une relative stabilité depuis. Donc on pourrait en conclure que c'est un phénomène qui concerne une moins grande part des adolescents, mais qui conserve un noyau dur d'usagers assidus. Alors, difficile avec ces données-là de conclure qu'il s'agit d'un rapport entre les adolescents et l'objet ordinateur qui se délite ou d'un rapport des adolescents avec le jeu vidéo en entier. Si on regarde ces mêmes évolutions par sexe, alors là, également, comme ce que vous a dit Ovig, contraire à rebours de ce que peut affirmer parfois l'industrie du jeu vidéo, on est sur une pratique qui reste à dominante fortement masculine et qui même se masculinise avec le temps. En l'usage mensuel, en 1999, on est à 90% des garçons et 63% des filles, soit 1,4 fois plus de garçons que de filles, alors qu'en 2018, on a 3 fois plus de garçons que de filles qui jouent, 68% contre 23%. Et pour l'usage quotidien, l'écart est encore plus élevé, puisque en 1999, il concerne 40% des garçons et 11% des filles, soit 4 fois plus de garçons. Et en 2018, 35% des garçons et 4% des filles, soit 9 fois plus de garçons que de filles. Maintenant, après ce panorama donc des évolutions sur ces indicateurs depuis 1999, je vais vous présenter des données un peu plus récentes, donc du même dispositif d'enquête qui a eu lieu sur un échantillon, cette fois d'élèves de 3e,
C'est une enquête qui a eu lieu en 2021 et dans laquelle on a posé un module de questions sur comment était la vie de ces adolescents durant le premier confinement de mars à mai 2020. Et donc, en termes de pratiques numériques, on leur demandait s'ils avaient pratiqué telle ou telle activité pendant le confinement, et si oui, s'ils l'avaient fait plus, autant ou moins que d'habitude. Alors, à l'écran, ce que vous allez voir, la courbe jaune foncé plus la courbe jaune clair, ça vous donne le total des personnes qui ont pratiqué cette activité par sexe. Et donc la courbe jaune foncé marron, ça va être ceux qui l'ont fait plus que d'habitude. Et alors, ce qu'on constate, c'est que la pratique de visionnage de vidéos sur quel que soit le support concerne la quasi-totalité des adolescents. La télévision est moins plébiscitée, elle concerne bien moins de personnes, peut-être des ménages qui ne sont plus équipés en télévision, par exemple. Et ces deux pratiques, la télévision et le visionnage de vidéos, semblent très peu genrés, contrairement à ce que vous pouvez voir sur les courbes de droite, où là, on constate que la pratique du jeu vidéo est très genrée. Donc ça, là, on est sur du jeu vidéo ordinateur ou console ou smartphone, cette fois-ci, c'est sans préjugés. Il y a un effet de genre très marqué dans le sens où 94% des garçons ont joué pendant le confinement contre 53% des filles. Et même parmi les joueurs, il y a un second effet de genre qui est que les garçons qui jouaient ont eu davantage tendance à être dans une augmentation de leur pratique que les filles. Également, donc, à partir de cette même enquête, je me suis intéressé rapidement à croiser les pratiques quotidiennes de ces usages, donc d'Internet et de jeux vidéo selon les mêmes indicateurs que ce que je vous ai présenté pour les évolutions, de les croiser avec ce qu'on appelle des facteurs associés, donc des potentiels effets positifs ou négatifs sur la santé, sur la socialisation. Ce qu'on remarque sur la santé, c'est que les jeunes qui pratiquent, qui surfent sur Internet tous les jours ou qui jouent à des jeux vidéo tous les jours sur ordinateur ont un risque dépressif accru. Ils ont davantage de risques d'avoir un score élevé à nos échelles de risque dépressif. Également, spécifiquement sur l'usage d'Internet, on a davantage de jeunes qui semblent être en carence de sommeil. Et pour le jeu vidéo, ils ont une santé, ils se perçoivent un peu en moins bonne santé en moyenne. Pour on n'a trouvé aucun lien significatif entre ces pratiques quotidiennes et une intensité d'activité physique. Donc ce serait à creuser, mais il peut y avoir effectivement un préjugé à mettre entre parenthèses de ce côté-là. Pour ce qui est de l'usage quotidien d'Internet, on constate une tendance plus fréquente à recourir à des usages d'alcool, de tabac et de cannabis. Et pour Internet comme pour le jeu vidéo, on a une part plus élevée des jeunes qui consomment des produits sucrés, ou boissons sucrées ou bonbons de façon quotidienne également. Une autre dimension qui semble intéressante et à creuser, c'est que les jeunes qui déclarent utiliser Internet tous les jours se sentent en moyenne plus soutenus par leur cercle amical. Donc on pourrait être sur une pratique qui n'est pas spécialement problématique en soi sous l'angle de la socialisation. Ça vient en supplément de la socialisation dans le monde physique. Et également, ce sont des jeunes qui déclarent un stress scolaire moins important. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra creuser à l'avenir
en essayant de comprendre qu'est-ce qui se joue là-dedans. En revanche, pour le jeu vidéo, la pratique quotidienne est associée à la perception d'un soutien des amis un peu moins fort. Donc là, parmi les joueurs quotidiens du jeu vidéo, on pourrait être malgré tout sur davantage un profil de jeunes ayant une socialisation plus en difficulté. Donc pour conclure, la fréquence de l'usage récréatif d'Internet, en quelque sorte, elle nous raconte l'histoire de la diffusion des équipements et des technologies au cours des 2 dernières décennies, puisque on voit dans les années 2000 la diffusion d'Internet et du haut débit dans de plus en plus de foyers, puis la diffusion des technologies du smartphone qui permettent d'y accéder de plus en plus tout le temps et n'importe où. Et maintenant que quasiment tous les adolescents sont connectés en permanence à Internet, il va falloir s'intéresser davantage en détail à ces pratiques au sein des usages quotidiens. Donc ça va être réinterroger les temps d'usage, donc pour Internet comme pour le jeu vidéo, les temps de jeu, bien que ce soit un peu le degré zéro de l'usage problématique, il nous faut nécessairement ce jalon pour qualifier les choses. Je rappelle que l'objet jeu vidéo sur ordinateur, il est limité car le support est un peu en perte de popularité face au smartphone. Tous les acteurs de l'économie numérique le constatent que les nouvelles générations font de plus en plus d'actes qui, par les plus âgés, sont effectués sur ordinateur. Eux, ils le font sur smartphone et donc c'est un support qui est en train de gagner des parts de marché et donc on peut clairement faire l'hypothèse que ces baisses qu'on a observées sur le jeu vidéo sur ordinateur, il s'agirait potentiellement d'un report vers le smartphone ou un peu les consoles. Également, les données 2021 sur le jeu vidéo pendant le confinement, elles nous incitent à fortement relativiser le discours de l'industrie du jeu vidéo qui va nous parler d'un jeu qui ne serait plus du tout l'apanage des garçons avec pratiquement autant de filles que de garçons désormais. Alors, c'est peut-être vrai en partie dans le jeu vidéo, pour le jeu vidéo dans son ensemble et pour des usages très peu fréquents. Si on prend l'ensemble des joueurs qui jouent au moins une fois dans l'année, oui, il y a peut-être autant de filles que de garçons. Mais dès qu'on va être sur des usages plus fréquents et dans lesquels il va peut-être davantage se nicher des joueurs problématiques, là, on va retrouver de plus en plus de garçons, de la même façon que ce qu'on a tendance à constater pour les usages de substances, d'ailleurs. Pour aller plus loin, actuellement, l'OFDT est en train de mener 2 enquêtes quantitatives qui sont en cours de réalisation, l'enquête En classe et Escapade 2022. En classe qui se veut être la continuité d'ESPAD et qui va pouvoir interroger et mesurer des niveaux de pratique de jeux vidéo, de réseaux sociaux, de jeux d'argent et de hasard, de la 6e à la terminale. Escapade, donc, qui est une enquête sur des jeunes de 17 ans, mais scolarisés ou non, qui va nous permettre peut-être davantage d'aller interroger des différences géographiques et des différences sociales entre les joueurs. Et ces 2 enquêtes vont nous permettre également de creuser un peu plus en interrogeant de nouveau les types de jeux pratiqués, comme ça a pu être fait dans l'enquête présentée par Ovig, et d'interroger également différentes facettes de ce que peut être un usage problématique, dont l'addiction, mais également des problématiques de sommeil ou d'autres problématiques de santé en général. Et je vous ai mis pour terminer en référence d'autres données sur le jeu vidéo qui rappellent qu'il y a différentes façons d'aborder les problématiques des écrans, puisqu'il y a l'enquête Péléas qui a été menée il y a une dizaine d'années auprès d'un échantillon d'élèves parisiens qui questionne le jeu vidéo au sein de multiples pratiques numériques, mais des résultats d'Escapade 2017 qui s'attachait davantage à la pratique des écrans en tant que temps d'usage de différents supports. Et là, on était vraiment sur des temps associés à différents supports, ce qui posait d'autres problèmes, mais également un angle intéressant.
Et puis, les données du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui vont vous présenter les choses sous un angle un peu plus économique, des parts de marché. Et le baromètre du numérique du Crédoc qui va parler davantage des taux d'équipement des ménages dans ces différents équipements informatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine pour ce portrait des évolutions ces 20 dernières années. On voit bien du coup qu'il y a un réel besoin aussi d'adapter nos modes d'observation à l'évolution de ces nouvelles technologies et le développement des supports de jeux, etc. On pourra peut-être y revenir pendant le temps d'échange. Et surtout, j'ai bien noté aussi qu'il y avait qu'on va intégrer justement ces modes d'évolution et adapter nos prochains dispositifs à ces évolutions. Avant de conclure cette matinale par une approche plus clinique et empirique des pratiques de jeux vidéo à l'adolescence avec Céline Bonner, je vous propose de répondre rapidement aux questions des personnes qui nous suivent en direct. J'ai une première question, surtout pour Ovig. On nous demande l'enquête Ludespace va-t-elle être reconduite sur les prochaines années pour suivre l'évolution du phénomène ? Oui, merci pour la question. Alors, ce serait intéressant, effectivement. Malheureusement, pour l'instant, je dis malheureusement. En fait, on le souhaiterait, mais ça nécessiterait qu'on obtienne un nouveau financement pour pouvoir mener une enquête de la même envergure avec un échantillon aussi important. Donc, effectivement, ce serait souhaitable. On a des données un peu plus précises, un peu plus détaillées, qui sont disponibles dans un ouvrage qu'on a publié l'année dernière, qui s'appelle La fin du game, aux presses universitaires François Rabelais, dans lequel il y a on va un peu plus loin dans le décryptage des données en attendant effectivement la prochaine enquête. Merci. Merci. Antoine, on a une question aussi pour vous. Suite à votre présentation, on nous demande le temps passé sur les réseaux sociaux. Est-il un bon indicateur pour mesurer un usage problématique des écrans ? Alors, ça pourrait être intéressant, mais c'est un objet qui est assez compliqué à mesurer, le temps passé sur les réseaux sociaux, puisque moi-même, j'ai du mal à quantifier ce temps. Les adolescents, je pense que ça peut être très compliqué pour eux aussi, puisque c'est quelque chose qui est très, très intégré. C'est un peu comme si je vous demandais quel est le temps que vous avez passé par jour à parler avec des gens. Vous êtes incapable de me le dire. Donc, on pourrait réfléchir à des dispositifs qui permettent de quantifier ça, mais c'est assez compliqué. Après, cela dit, on leur posera quand même la question selon des grandes catégories. Est-ce que vous pensez l'avoir fait entre moins d'1 heure par jour, 2 à 3 heures par jour, et on mesurera les associations entre ces temps estimés, potentiellement biaisés, et d'autres pratiques problématiques. Merci. Et dernière question, et je vous invite d'ailleurs, surtout Céline Bonner, parce que je pense qu'elle va aussi un peu vous concerner, à intervenir et n'hésitez pas à échanger entre vous. Donc plutôt à destination de Karine, quel autre levier d'autorégulation réfrène les préadolescents quant aux jeux excessifs ? Et une deuxième question, qu'est-ce que c'est que le trop jouer pour justement ces préadolescents ? Alors, en matière d'autorégulation, on peut peut-être citer deux éléments. La première chose, c'est que les adolescents sont quand même nombreux à traduire, voire à nous dire qu'au bout d'un certain temps, qui peut être relativement étendu, ils en viennent à s'ennuyer sur les jeux vidéo et ils traduisent une certaine frustration par rapport au caractère répétitif des jeux, des parties, ou par rapport au caractère expéditif ou alors également au manque d'enjeux qu'il peut y avoir dans certaines manches, à travers aussi la possibilité d'acquérir en fait des passes, des facilitateurs par rapport au jeu. Et ça a un peu tendance à saper finalement l'engagement, en particulier pour ceux qui sont dans un esprit les plus compétitifs. Mais ça fait tout un ensemble quand même de déplaisirs que les jeunes, dont les jeunes ont parfaitement conscience et qu'ils arrivent parfaitement à verbaliser dans les entretiens, qui sont autant finalement de limitateurs, qui sont limitatifs par rapport à leur pratique. Un autre repère, c'est aussi que finalement, il témoigne d'un certain
d'un bon ancrage, en tout cas dans le cadre de l'effectif que nous avons eu à entendre, un bon ancrage par rapport au monde réel que nous pouvons cerner à travers déjà leur préférence à jouer avec des partenaires connus, des amis de la vraie vie, mais ils montrent aussi en fait un besoin de pouvoir partager avec leurs parents, leur famille, ces différentes expériences. Donc il y a aussi une volonté de préserver finalement aussi cette bulle familiale. Donc voilà, pour ce qui peut être des autorégulations. Et finalement, la notion du trop joué, elle va, elle transparaît. Alors pas par rapport à la notion de temps, pour du temps de jeu, mais à travers les récits des adolescents, à travers la réaction notamment des parents sur deux aspects. Quand finalement le temps de jeu vient à perturber l'engagement scolaire ou le temps scolaire domestique, c'est-à-dire le temps des devoirs à la maison, lorsqu'il y a cet élément perturbateur, très clairement, en fait, ils arrivent à nous verbaliser ou à être dans l'autocritique par rapport au ce trop joué qui est vraiment verbalisé de cette façon. Et puis également, au regard des réactions parentales, lorsque les temps familiaux finalement viennent à... Lorsque le temps de jeu vient en compétition avec le temps familial au regard de l'appréciation parentale, parce que c'est finalement une conjonction de temps qui ne correspond pas aux repères ou tout simplement à la disponibilité des parents. Et c'est là que souvent vont poindre les tensions qui ont pu être décrites par cet ensemble de 30 jeunes, en fait, qui, encore une fois, sont plutôt dans des pratiques relativement contrôlées. Merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la présentation de Céline Bonner ? Non ? Merci beaucoup. Du coup, pour conclure cette matinale, je vais vous donner la parole, Céline. Vous êtes psychologue clinicienne et maître de conférence HDR à l'Université Paris-Cité. Vous allez nous apporter des éléments réflexifs sur les questions suivantes. Comment différencier un usage simple qui peut être source de bénéfices d'un usage problématique ? Comment on évalue le trouble de l'usage ? Et surtout, quel profil ont les adolescents qui viennent consulter pour ce trouble ? Merci beaucoup Esther. Je ne sais pas si je vais répondre à tout ça. Je pense que je vais surtout soulever des questions, des questionnements. En tout cas, bonjour à tous et toutes. Je voudrais d'abord remercier vivement l'OFDT de me permettre de conclure cette très belle matinale qui, une fois encore, a été extrêmement riche. Bravo à tous les intervenants pour toutes ces données qui sont extrêmement intéressantes et qui ouvrent, à mon sens, de nombreuses réflexions sur ce sujet tellement d'actualité, mais aussi tellement complexe que sont les jeux vidéo. Et je dis complexe parce que je pense qu'ici, plus que pour n'importe quel comportement d'usage, on s'inscrit vraiment dans une approche dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur ce continuum allant du normal, alors je dirais pas au pathologique, je dirais au problématique. Et ça nécessite toujours de définir de là où on parle quand on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle, comme on l'a beaucoup fait ce matin, de la population générale et donc de ce qui n'est absolument pas problématique et qui est même plutôt bénéfique, et on l'a bien vu, ou est-ce qu'on parle de ce qui se passe dans la population clinique et qui est, à mon sens, problématique ? Et puis surtout, comment on combine les deux quand il s'agit de prévention et de diffusion du savoir au grand public. Parce que d'un côté, il ne s'agit évidemment pas de pathologiser cette activité, comme on l'a vu, qui possède de nombreux bienfaits. Et en même temps, moi, j'ai quand même envie d'alerter aussi sur une réalité clinique et sur certains dangers. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais rejoindre certains de vos propos. Et en même temps, je vais me permettre d'élargir sur ce qui me paraît important, à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant que psychologue clinicienne, psychothérapeute, qui travaille depuis maintenant un peu plus de 15 ans avec les adolescents et leurs familles sur ce que l'Association américaine de psychiatrie a nommé l'Internet Gaming Disorder, c'est-à-dire le trouble des jeux vidéo en ligne, et ce que l'Organisation mondiale de la santé a nommé et reconnu officiellement en 2019 le gaming disorder ou le trouble de l'usage des jeux vidéo.
Alors, comme je venais juste de le dire, c'est vraiment important de différencier ce qui se passe dans la population générale, ce qui se passe pour la très, 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 très grande majorité, évidemment, des usagers, où là, on est sur une pratique ludique qui est extrêmement populaire, qui concerne tous les âges. Alors oui, il y a des intensités et des implications diverses, pour lesquelles aussi on a une relative équivalence fille-garçon, et je vais te rejoindre évidemment dans tes propos. Même si, comme tu l'as dit Ovid, il y a une vraie différence selon le type de jeu. C'est-à-dire que les données de la littérature, elles ont tendance à montrer une surreprésentation de garçons pour les jeux vidéo d'action. Alors bon, les catégories de jeux, c'est un peu compliqué, mais disons jeux vidéo d'action, dans lesquels la compétition, elle est importante. Et en fait, cette compétition, elle est plus fortement liée aux stéréotypes masculin que féminin. Et j'insiste bien sur ce mot stéréotype, évidemment. Ce qui ne va pas être sans conséquence sur ce qui se passe sur l'attrait pour certains jeux et ce qui se passe aussi à l'intérieur de certains jeux. Il y a un papier espagnol récent là, qui vient de sortir sur le sexisme dans les jeux vidéo. En fait, les filles et les garçons préfèrent, semble-t-il, des jeux dans lesquels leurs avatars est en accord avec leur propre rôle en termes de genre. Autrement dit, il va être plus facile pour un garçon de s'identifier à un avatar différent de lui si les caractéristiques de cet avatar correspondent aux stéréotypes de son genre. Et donc forcément, il va être plus difficile pour une fille de s'identifier aux avatars des jeux de compétition parce qu'au-delà de cette différence avec leur personnalité ou leur soi réel, eh bien, les caractéristiques de cet avatar diffèrent de leur rôle en tant que fille. Maintenant, quelles que soient les évolutions sociétales de ces différences en termes de genre ou de sexe biologique plutôt, dirons-nous, et du débat qu'on pourrait avoir à cet égard, une chose est très claire, c'est que dans la pratique clinique, et tu le rappelais, eh bien, le trouble de l'usage, si ce terme est le bon, eh bien, il concerne grandement majoritairement les garçons. Et c'est des données qui sont corroborées, évidemment, par les données de la littérature. Alors ici, on se heurte à un problème qui n'est pas des moindres, c'est celui de la prévalence de ce trouble et surtout de son évaluation. Alors une petite remarque avant, c'est que autant on pouvait encore douter, il y a une décennie de cela, de l'existence de ce trouble. En ce sens, on se demandait est-ce qu'il s'agissait encore d'une nouvelle maladie de l'âme à la lumière de la dromomanie, de cette folie du voyage, qui est une maladie qui est apparue au moment de l'avènement du chemin de fer. Autant on n'en doute plus tellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir si le gaming disorder, c'était une maladie transitoire, tel que l'a envisagé ce brillant philosophe des sciences et historien Ian Hacking, c'est-à-dire ce qu'il appelle une niche écologique, ou alors est-ce que cette pathologie, elle allait perdurer au-delà de la nécessaire adaptation et du dépassement de cette fracture générationnelle entre ceux qui sont nés avec et puis ceux qui les ont vus arriver. Aujourd'hui, il est plutôt admis que le débat, il n'est pas tellement de savoir si ce trouble existe, mais plutôt de savoir à quelle entité nosographique il appartient et surtout, est-ce qu'il s'agit d'une conduite addictive ou pas. Et puis, ça veut dire quelle est sa définition, quels sont ses critères diagnostiques. Et c'est une question qui est éminemment importante quand on est chercheur parce que ça conditionne nos outils d'évaluation. C'est une question qui est moins importante en clinique, surtout quand on bosse avec des ados parce que l'histoire du diagnostic, c'est plutôt contre-productif. Et puis, c'est éminemment compliqué à cet âge où tout est extrêmement mouvant dans les investissements. Alors, globalement, dans la littérature scientifique, les 3 outils les plus utilisés, parce qu'il y en a pléthore, donc j'en ai choisi 3, on a 3 outils qui suivent un peu la chronologie du débat quant à la définition de ce trouble. On a d'abord la Game Addiction Scale, qui est un des rares autoquestionnaires qui a été validé auprès d'une population adolescente. Alors là, je vous ai mis la version courte à cet item. Chaque item, en fait, représente un des critères de l'addiction comportementale telle qu'elle a été définie par Griffiths. Donc, on a l'assaillance, la tolérance, la modification de l'humeur, le manque, la rechute, les conflits et puis les problèmes associés. Le deuxième outil, c'est l'Internet Gaming Disorder, là, dans sa forme encore réduite, qui est basé sur les critères diagnostiques du DSM-5 que je vous ai présenté juste avant, l'Internet Gaming Disorder, donc, sachant que ces critères, en fait, c'est un copier-coller des critères du trouble de l'usage de substances et du trouble lié aux jeux d'argent et de hasard, ce qui n'est évidemment pas sans poser problème et sans avoir fait l'objet de nombreuses critiques dans la communauté scientifique.
Parce qu'il y a certains critères qui ne sont pas du tout adaptés à ce trouble, tels que la tolérance ou encore les symptômes de manque. Et là, comme pour l'outil précédent, on est dans une approche dite polythétique, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de critères pour dire, voilà, il y a l'existence d'un trouble. Le dernier outil, c'est le Gaming Disorder Test, qui est basé sur la définition du Gaming Disorder de l'Observatoire mondial de la santé, où là, comme vous le voyez, c'est une définition qui est beaucoup plus concise, qui ne fait pas référence à la tolérance ou au manque, et qui applique une approche monothétique, où là, pour le coup, il faut présenter l'ensemble des critères pour dire il y a l'existence d'un trouble. Alors récemment, la méthode Delphi, elle a été utilisée pour comparer en fait les critères du DSM et de la CIM. Alors globalement, il s'agit de réunir un groupe d'experts à travers le monde. Là, c'est 29 experts qui se sont réunis. Et cette méthode, elle consiste à recueillir des données auprès de ces experts pour évaluer l'étendue de l'accord et résoudre les désaccords sur un sujet. Et c'est une méthode qui est largement utilisée dans le domaine de la santé mentale. Les experts, ils devaient se prononcer sur 3 choses, sur la validité diagnostique, sur l'utilité clinique et sur la valeur pronostique des critères du DSM et de la CIM. Et les critères qui ont fait l'objet d'un accord des experts concernant leur pertinence clinique, c'est-à-dire la validité diagnostique, l'utilité clinique et la valeur pronostique, c'est la perte de contrôle qu'on retrouve dans les 2 outils, ou dans les 2 systèmes de classification plutôt. La persistance malgré les conséquences négatives, là encore, qu'on retrouve dans les 2. Ensuite, il y a les conflits ou les interférences dues au comportement de jeu qu'on n'a que dans le DSM, et puis l'altération du fonctionnement dans différents domaines de l'existence qu'on n'a que dans la CIM. Donc autant vous dire qu'on est encore très loin d'un consensus et qu'on est encore très loin d'une définition opérante. Alors évidemment, c'est pas sans conséquence sur les données de prévalence dont on dispose. Et vous voyez, une des dernières méta-analyses fait état de taux de prévalence allant de 0,7 à 27,5%. Donc vous voyez la variabilité qui est évidemment énorme. Maintenant, quel que soit le pourcentage réel, ces taux quand même, ils ont tendance à montrer l'existence d'un problème, et il est très clair dans la littérature que quand il y a un trouble d'usage, ça génère des conséquences dans de très nombreux domaines de l'existence. Ce que la littérature montre aussi, c'est que ces taux de prévalence, ils semblent en augmentation. Preuve en est cette étude qui a été menée dans 5 pays européens. On voit aussi que ce trouble, il est les taux de prévalence sont plus élevés chez les plus jeunes. Autrement dit, le gaming disorder serait inversement lié à l'âge. Mais là encore, et je ne pense pas que tu vas me contredire, c'est pas la seule conduite addictive pour laquelle les prévalences sont plus élevées chez les adolescents que dans la population adulte. Et puis, on se rend compte que ce trouble de l'usage, on le retrouve aussi chez des patients extrêmement jeunes. Sachant qu'au départ, les outils d'évaluation disponibles, ils étaient développés pour les adultes et pour les adolescents à partir de 12 ans. Mais un des constats de la littérature, c'était de dire qu'on n'avait pas assez d'études sur les facteurs de risque et de protection liés aux troubles du jeu vidéo chez les enfants et les jeunes adolescents. Et donc, il était nécessaire d'avoir des outils pour cette tranche d'âge-là. C'est le cas grâce à une équipe de chercheurs turcs avec la Video Game Addiction Scale for Children qui a été développée et validée auprès d'enfants qui jouent en ligne, hors ligne, sur smartphone, tablette et ordinateur. Donc, c'est 21 items qui reflètent à la fois la pensée du DSM et la pensée de la CIM. Et là, il y a 4 facteurs. Vous avez la perte de contrôle, notamment du temps passé à jouer, la récompense ou le renforcement, c'est-à-dire le plaisir éprouvé lors de cette activité. Il y a les problèmes qui est le 3e facteur, c'est-à-dire les conséquences négatives liées à l'usage excessif, et puis l'implication, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'intérêt persistant et majeur pour le jeu et les relations en ligne. Alors, ce qui est intéressant avec ces données de la littérature qui, d'une part, permettent de prendre quand même la mesure d'un problème existant, qui souligne aussi le besoin de prévention et d'études d'efficacité concernant les prises en charge, c'est que ces données, elles sont quand même particulièrement concordantes avec ce qui se passe sur le terrain.
Parce qu'il y a 20 ans de cela, dans ce qu'on appelait encore les CSST, les centres de soins spécialisés en toxicomanie, et on se sent très très vieux quand on dit ça, eh bien, il a été nécessaire de modifier notre dispositif et d'ouvrir des consultations jeunes consommateurs. Parce qu'en fait, sur le terrain, parmi nos patients toxicomanes, comme on les appelait encore, on a vu arriver des patients qui étaient jeunes et qui consommaient majoritairement du cannabis. Autrement dit, on a vu arriver des patients qui étaient bien plus jeunes que nos patients habituels, et puis des patients qui avaient des pratiques d'usage qui étaient fort différentes. Et ce constat, qui était bien sûr étayé aussi par les données de la littérature, il a donc conduit à modifier nos pratiques et à ouvrir ces nouveaux dispositifs, ces fameuses CJC. Alors aujourd'hui, on est à 20 ans d'activité de ces CJC, et non seulement on a vu arriver des demandes de parents pour leur adolescent qui a une difficulté à contrôler l'usage des jeux vidéo, et eux aussi par la même occasion, mais actuellement, il est assez courant de recevoir des appels de parents pour leurs enfants de 11 ans, 10 ans, 9 ans, enfant qui a un usage donc problématique des jeux vidéo, pratique que le parent n'arrive pas à réguler et qui généralement s'accompagne de violences intrafamiliales. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que le cahier des charges des CJC, c'est des adolescents âgés de 12 à 25 ans. Donc je vous avoue qu'on n'est pas sans difficulté face à cette question. Et donc peut-être il est temps, comme il y a 20 ans, de réfléchir sur ces évolutions sociétales et de réfléchir à nos dispositifs CJC, parce que où doivent être reçus ces petits patients, comme on a coutume de les appeler par chez moi. Et je laisse bien sûr délibérément cette question en suspens. Alors, toujours concernant l'âge, pour poursuivre mon propos, on a vu comment la pratique des jeux vidéo comportait de nombreux bénéfices, comment elle était structurante pour l'usager. Et dans la population générale, il est clairement admis que le jeu participe au développement de l'enfant et de l'adolescent et à sa maturation vers l'âge adulte. Bien, les jeux vidéo, ce sont juste des jeux adaptés à nos technologies de l'information et de la communication. Donc pourquoi il en serait autrement? Donc on peut dire, et vous l'avez parfaitement bien montré, que l'usage permet d'apprendre à gérer les contacts sociaux et travailler en équipe. On a bien vu la fonction socialisante des jeux vidéo, c'est se faire des nouveaux amis, perpétuer des relations, voire en créer d'autres. Autre bénéfice, c'est que ça permet d'explorer différents registres identitaires, puisqu'avec l'avatar, je peux explorer différentes identités possibles, ce qui est très important pour un adolescent qui est en train de construire son identité. Et on a coutume de dire que l'avatar, c'est un espace de projection de ce qu'on voudrait être ou pas. C'est un corps de fantasme. Et donc, grâce à l'avatar, l'adolescent, il apprend comme ça à porter un regard extérieur sur lui-même, ce qui va lui permettre de répondre, on espère, plus facilement à la question de savoir qui il est. L'autre fonction positive, on en a parlé, c'est que ça permet d'augmenter la confiance en soi. Parce que les jeux vidéo, ce sont quand même des mondes dans lesquels les moyens de reconnaissance sont à la fois très nombreux et très cristallins. Ça signifie que grâce à l'identification à l'avatar, cette identification, elle peut être source d'une prodigieuse satisfaction. L'avatar me permet d'exceller, me permet d'être respecté et surtout d'être admiré. Et en ce sens, comme le disait Coulombe, l'avatar est un corps de fantasme qui peut devenir une vraie prothèse de soi. D'autant que cette valorisation à travers la réussite dans les jeux vidéo, elle est généralement quand même plus reconnue par les pairs que la réussite scolaire, surtout chez les plus jeunes. Donc cet alter ego, c'est un moyen de jouer avec son identité, c'est un moyen d'être un autre pour affronter plus sereinement certaines situations et accumuler une confiance en soi qui fait particulièrement défaut quand même à l'adolescence, parce que en fait là je peux vivre des choses de manière assez sécure et j'ai pas à subir les conséquences comme ce serait le cas IRL, comme dirait l'autre, in real life. Donc les réussites virtuelles, elles contribuent à l'estime de soi, elles valorisent. Mais comme finalement la différence entre le normal et le pathologique n'est qu'une différence quantitative et non pas qualitative, ce qui peut être clairement bénéfique pour certains peut aussi s'avérer totalement délétère pour d'autres. Alors, je mets
ce schéma à l'appui de mes propos pour rappeler qu'ici, comme dans toute conduite addictive, si tant est soit que ce terme soit le bon, bien sûr, hein, nous nous situons dans une approche qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire que l'expérience addictive, elle résulte toujours de l'interaction et d'influence constante entre la prédisposition biologique et génétique de l'individu et sa constitution psychologique, c'est-à-dire sa personnalité, ses motivations conscientes et inconscientes, ses attentes, ses croyances, etc., qui interagit avec l'environnement dans lequel cet individu évolue, environnement proche, ses parents, ses pairs, PIRS, mais aussi la société dans laquelle il grandit, qui interagit avec la nature de l'activité en question. Et ici, on fait référence aux caractéristiques structurelles des jeux vidéo et notamment au caractère en ligne massivement multijoueur. Alors, et d'autres facteurs. Parmi tous ces facteurs que j'ai absolument pas le temps de développer et qui sont pas exhaustifs sur cette diapo, bien sûr, hein, il est assez intéressant de constater qu'il y en a deux qui sont à la fois transdimensionnels, c'est-à-dire qui concernent ces trois éléments de ce triptyque, qui sont trans-âge. Bon, je ne crois pas que ce mot existe, mais peu importe. En tout cas, on les retrouve chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, et qui sont transdiagnostiques, c'est-à-dire qui sont communs aux conduites addictives avec et sans substance. Et ces deux facteurs, c'est la faible estime de soi et puis les difficultés dans les relations sociales et interpersonnelles. Et généralement, le modèle qu'on convoque pour expliquer cette association entre ces deux facteurs et le gaming disorder, c'est le modèle de la compensation sociale. C'est-à-dire que les individus, ils essayent de compenser leur frustration liée aux besoins de relations ou de leur pauvreté de relations interpersonnelles en jouant à des jeux vidéo parce que c'est un moyen à la fois de trouver, mais aussi d'éprouver un sentiment d'appartenance, un sentiment de lien social et un sentiment de bien-être. Et c'est pas pour rien qu'on a coutume de dire que l'addiction est une pathologie du lien. Alors, pour conclure mes propos et rester dans ce modèle biopsychosocial, je dirais que le trouble de l'usage des jeux vidéo, il nécessite une responsabilité et une prise en charge qui est collective. Une responsabilité des cliniciens et des chercheurs qui doivent absolument continuer à faire de la recherche, donner de l'argent à Ovig pour nous aider à comprendre ce trouble et puis de bien comprendre aussi ces différences entre normal et pathologique, de nous aider aussi à proposer des prises en charge qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et là, eu égard quand même de l'âge des patients et des nombreux conflits au sein de la famille, on pense facilement à la thérapie familiale, sachant qu'il y a déjà des preuves empiriques de l'efficacité de la thérapie familiale multidimensionnelle. Une responsabilité des cliniciens et des chercheurs dans la diffusion du savoir et dans les recommandations, sachant qu'il faut absolument qu'elles soient adaptées au plus grand nombre et à ce que le plus grand nombre peut faire, ce qui signifie ne pas faire des préconisations qui ne sont pas applicables, que ce soit dans le sens de l'interdit, comme dans le sens de l'autorisation. Et là, je pense notamment au fait de promouvoir des jeux prétendument éducatifs chez les tout-petits, et je parle bien des tout-petits, alors qu'on n'a pas la preuve de leurs bienfaits, et surtout de ne pas préconiser ces jeux si on sait que ce n'est pas appliqué par la plupart des parents, et qu'on se le dise, la plupart des parents ne connaissent absolument pas ces jeux. Une responsabilité des parents qui doivent accompagner leur enfant, on en a parlé aussi évidemment, accompagner un bon usage des jeux vidéo, ça implique de parler aussi de ce qu'on fait, avec quand même une idée majeure qui est les jeux vidéo, si possible, pas trop tôt, pas n'importe quoi, pas du GTA chez un enfant de 5 ans, et puis surtout, pas n'importe comment, on l'a dit, avec de la communication, mais aussi jamais seul, et avec des règles d'usage qui sont clairement formulées et surtout qu'il faut faire respecter. Une responsabilité des éditeurs de jeux vidéo parce que finalement, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard en ligne ont bien fini par proposer des modérateurs de jeux et aujourd'hui, grâce à l'autorité nationale des jeux, ces modérateurs, ils sont obligatoires. Alors pourquoi il n'en serait pas de même pour les jeux vidéo ? Et puis, une responsabilité des pouvoirs publics pour nous aider à mettre en place des programmes de prévention et aussi de permettre des dispositifs qui sont adaptés à cette population. Voilà.
Je vous remercie. Et merci encore et bravo à l'OFDT et bravo à tous pour vos belles interventions. Merci beaucoup Céline. Avant de conclure, on a reçu une question au cours de votre intervention. Alors vous y avez répondu en partie avec les questionnaires et les auto-questionnaires en début de partie. On nous demande quels sont, si on devait en retenir quelques-uns, quels sont les indicateurs les plus pertinents pour mesurer un usage problématique. Et donc je me tourne aussi vers toi Antoine et vous Ovig et Karine. Voilà. Si on devait en retenir quelques-uns, qu'est-ce qu'on a comme indicateur pour mesurer cet usage ? On peut quand même dire que le désinvestissement de certaines activités ou même de certains principes de base, à savoir l'hygiène de soi. On a parlé de scolarité, on pourrait parler d'activités extrascolaires, on pourrait parler de relations IRL, donc des relations dans la vraie vie. Tout ça doit être évidemment préservé pour trouver ce juste équilibre entre oui du jeu mais pas au détriment du reste, surtout si on désinvestit des choses qu'on avait investies au par ailleurs. Parce qu'en fait, vu le profil, vous avez aussi des adolescents qui étaient déjà peu dans les relations interpersonnelles. Donc on ne va pas s'en étonner et demander d'un coup d'être dans plein de relations alors même qu'ils étaient déjà pas dans de la relation. Par contre, si je ne suis pas dans la relation interpersonnelle, il faut que sur mon ordi, je fasse sûrement une diversité de choses. Je pense qu'on le sait aussi qu'une dépendance saine, c'est une dépendance qui est plurielle, qui est multiple. Là où ça devient problématique, c'est quand on se focalise que sur une seule chose. Et puis maintenir aussi des activités qui sont en dehors, évidemment, de l'écran et des jeux. Et puis maintenir aussi des choses du respect de soi, c'est-à-dire continuer d'aller prendre une douche, d'aller manger, on en parlait avec ses parents, se rendre à table et pas de s'isoler et de s'enfermer, de plus se laver, être dans de la malbouffe ou ce genre de choses, d'être dans l'inversion du rythme veille-sommeil. Et puis, une chose est sûre, c'est que le temps de jeu ne sera jamais, je pense, un indicateur. Bien sûr qu'on s'interroge et qu'on investigue. Moi, dans ma pratique clinique, je demande le temps passé à jouer. Mais c'est plutôt pour faire la balance avec d'autres choses, plutôt que de prendre ce critère comme un critère qui serait diagnostic. Moi, de toute façon, je ne fais pas de diagnostic. Voilà ce que je pourrais dire pour les critères un peu d'alerte. Et puis, c'est sûr, il faut, et tu le disais bien Karine, tellement maintenir du dialogue, de la communication autour du jeu. Il faut absolument s'intéresser à ce que fait son ado quand il est derrière son écran, parce que c'est ce qui va lui permettre de développer aussi son esprit critique, c'est ce qui va lui permettre de mettre des mots sur ce qu'il vit, sur avec qui il parle, avec qui il joue, ce qu'il rencontre. Et ça va permettre de développer des capacités cognitives qui sont essentielles et qui permettront quand même de prendre un certain recul. Et si je dois dire une chose aux parents, ne diabolisez jamais, surtout à l'adolescence. C'est complètement contre-productif. Donc allez chercher votre enfant là où il est, comme il est, et puis ouvrez le dialogue et vous vous rendrez compte que vous récupérez un pouvoir d'agir, mais tellement fort. Je ne sais pas si Antoine, tu veux ajouter quelque chose. Moi, par rapport à la question, j'ai rien à ajouter. Tu as dit les choses très, très clairement. Mais pour aller plus loin dans ces informations aux parents qui nous regardent peut-être, c'est qu'il y a la plateforme Pédagogeux en ligne qui est faite pas mal pour répondre justement à ce genre de questions à destination des parents et pour informer sans diaboliser, sans être dans l'angélisme non plus, j'ai trouvé. Donc c'est une bonne ressource. Très bonne plateforme. Et vous apprendrez plein de choses. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette 7e matinale. Je rappelle à ceux qui nous suivent encore que le contenu de ces interventions ainsi que le replay de cette matinale seront accessibles à la fois sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet qui est le www.ofdt.fr. Vous trouverez aussi sur ces deux supports toutes les anciennes matinales et comme je disais en introduction, qui abordent plutôt le produit plutôt que les pratiques et les usages. Merci beaucoup à tous et à toutes et merci à ceux qui nous regardent et à bientôt. Merci. Merci.